Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Vous êtes là parce que vous venez de publier Le déclin d'un monde, géopolitique des affrontements et des rivalités en 2023. Je vais donc commencer par vous demander d'analyser un peu la situation géopolitique actuelle et en particulier, on commencerait peut-être par l'Ukraine. Comment voyez-vous l'évolution de ce conflit ? Ce conflit a débuté dans les années 2010-2014. Il n'a pas commencé au mois de février 2022. En février 2022, c'est une accélération d'un conflit qui avait commencé avant. Donc on est Quand vous dites 2014, c'est l'invasion du Donbass. Voilà, il y a eu le Donbass. Avant, on a eu le mouvement Crimée. Place Maïdan. Et puis, finalement, en 2014, également, la question de la Crimée. Donc, en fait, on est sur une zone conflictuelle depuis au moins une quinzaine d'années qui ne trouve pas de solution. On est dans ce qu'on appelle en étude de la guerre un cas typique d'un territoire que veulent avoir deux pays différents, Ukraine et Russie. Et ce genre de guerre est une guerre sans fin. Et il est probable, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais on peut émettre des hypothèses, qu'on ait un conflit qui stagne. Et ce sont des conflits un peu accordéons, c'est-à-dire qui stagnent, et puis à un moment donné, ils reprennent. Ils vont prendre l'ascenseur, ils vont accélérer. Au mois de février 2022, on a eu une accélération. On est aujourd'hui dans un freinage du conflit. Et toute la question est de savoir si 2023 verra de nouvelles accélérations ou si on va avoir une stabilisation du front. Comment expliquez-vous la volonté du président russe Poutine de conquérir ce territoire ? Ça entraîne quand même des dégâts gravissimes pour la Russie, l'embargo généralisé, les pertes qui s'accroissent. C'est quand même une décision. Est-ce que concrètement on peut expliquer ça d'une façon raisonnable ? Il pensait qu'il allait gagner, il pensait qu'il allait faire une guerre très courte, renverser Zelensky, renverser le gouvernement et mettre à la place un gouvernement pro-russe. Et donc avoir un conflit qui aurait duré 3 jours. C'est ce qu'il a fait en Géorgie, ça a fonctionné. C'est ce qu'il a fait dans le passé en Ukraine, notamment quand il a pu renverser Poroshenko, qui était plutôt pro-occidental. Donc il avait réussi dans le passé. Donc ce n'était pas complètement absurde. Mais la manière dont ça a été mené, effectivement, a conduit à l'impasse actuelle. Vous n'avez que 150 000 Russes qui attaquent en février 2022. Ce n'est pas assez, il aurait fallu au moins 1 million. Et puis, quand on attaque, on le sait depuis au moins le maréchal Foch, il faut attaquer sur un point. On ne dilue pas les forces. Or là, on a eu des attaques à la fois à la frontière du Donbass et en même temps à Kiev. Donc, en diluant les forces, forcément, on n'arrive pas à l'objectif qu'on a atteint. Donc, ce n'est pas le grand stratège qui est présenté en particulier par la presse russe. La question est de savoir de quelles informations il disposait. Ça, on ne le sait pas. Et on le saura peut-être dans quelques décennies. Donc, il y a eu probablement un problème en matière de services de renseignement. Un chef d'État prend des décisions en fonction des informations qu'il a. Donc, lui a pris une décision qu'il a estimée juste et rationnelle en fonction de ce dont il disposait. Et peut-être que les éléments qui étaient les siens a fait que sa décision était tout à fait juste et rationnelle. Mais c'est les renseignements qu'il avait qui n'étaient pas bons et qui lui ont conduit à adopter une mauvaise position. Et notamment, ce qui a été sous-estimé, y compris par le camp occidental, c'est la résistance des Ukrainiens, qui n'ont pas faibli et qui sont prêts à avoir des pertes extrêmement nombreuses pour défendre leur pays. Oui, et de notre côté, enfin du côté occidental, on avait aussi surestimé l'armée russe parce que depuis des années, il était question d'un renforcement de la défense russe, enfin des capacités d'attaque et de défense de l'armée russe, avec injection de milliards de roubles dans cette armée. Est-ce que le président Poutine a été trompé par ses propres généraux qui auraient en quelque sorte subtiliser une partie de l'argent qui leur était donné et au lieu de consacrer cet argent à la modernisation de l'armée, l'ont dépensé dans d'autres aventures. Alors ça, je ne sais pas s'il y a eu corruption ou détournement, c'est possible, mais la Russie est un pays largement corrompu, comme l'Ukraine du reste, donc c'est de l'ordre du possible, mais je n'ai pas d'éléments sur cet aspect-là. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la Russie avait connu des victoires en Syrie, en Géorgie, et ces victoires l'ont un peu grisé, et là on est dans une guerre qui est complètement différente. Ce n'est pas du tout la même guerre que ce qu'a mené l'armée russe dans les précédents conflits. Et c'est toujours le problème d'une armée,
c'est que la victoire n'est qu'une victoire présente. Elle ne dit rien des victoires futures. Et chaque guerre est une nouvelle guerre. On fonctionne toujours par analogie, on essaie de trouver des points de comparaison, mais chaque guerre est unique. Et une guerre unique conduit à une manière unique de la mener. Ce qui rend votre livre très intéressant, c'est le regard novateur, le regard décalé que vous portez sur la situation dans le monde, sur les conflits géopolitiques. En particulier en ce qui concerne l'Afrique, puisque de nombreux téléspectateurs sont africains, de Télésud, en particulier en ce qui concerne l'Afrique et sa position face à la colonisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre point de vue là-dessus? Alors c'est un sujet ancien et tout à fait sensible. J'ai toujours estimé, j'appartiens à un courant de pensée avec de Tocqueville au XIXe siècle ou Raymond Aron au XXe siècle, qui a toujours été assez dubitatif quant à l'aventure coloniale, et notamment d'abord ce que pouvait en retirer la France et ce que pouvaient également en retirer les pays africains. La France, à mon sens, a du mal à passer à autre chose. On le voit dans les interventions militaires qui sont faites. Alors ça a pu être utile à un moment donné, ça a pu se faire évidemment avec la demande des pays, mais là aussi il faut savoir arrêter. Et Barkhane, par exemple, où l'intervention française au Mali a duré un peu trop longtemps. On a mis du temps à l'arrêter et en partir, parce qu'une fois qu'on est présent sur place, c'est compliqué d'en partir. Il faudrait avoir des opérations qui soient un peu des opérations CDD, c'est-à-dire à contrat à durée déterminée, en disant on intervient 6 mois et après on part, ou 1 an. Mais alors évidemment, si on dit quand est-ce qu'on va partir, c'est pour l'adversaire qu'on combat, c'est pas une bonne chose. Mais on voit bien que c'est facile d'intervenir, c'est beaucoup plus compliqué d'en partir. Je prends le Tchad par exemple, l'armée française y est présente depuis 1983. Ça va faire bientôt 40 ans. Si on est présent depuis aussi longtemps, c'est que là aussi on n'est pas vraiment victorieux. C'est que les objectifs que l'on se fixe ne sont pas atteints. Et donc ça suppose de revoir en profondeur ces objectifs. J'ai longtemps pensé que les interventions françaises en Afrique permettaient à l'armée française de s'entraîner, et qu'il y avait un intérêt pour l'armée française qui était un rôle d'entraînement. Et en parlant avec plusieurs officiers qui étaient intervenus, d'ailleurs notamment en Côte d'Ivoire ou dans le Sahel, ils m'ont contredit en me disant non, en fait, ça ne nous aide pas à nous préparer à des guerres type la guerre en Ukraine. Donc au contraire, ça nous met dans une guerre qui n'est pas du tout la guerre en Ukraine et qui fait qu'on n'aurait pas les bons réflexes. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un bon entraînement. Donc même pour l'armée française, d'un strict point de vue de l'entraînement militaire, ce n'est pas forcément une bonne chose. Oui, mais bien sûr, mais dans votre livre, vous montrez aussi l'importance que constitue la menace terroriste, la menace islamiste dans tous ces pays de l'Afrique. Donc, est-ce qu'on peut se satisfaire comme ça de voir les islamistes gagner de plus en plus de terrain, menacer l'existence de ces États sans rien faire? L'islamisme n'est pas radical. Voilà, il n'est pas là par hasard et il n'est pas là non plus sans soutien. C'est-à-dire que s'il se développe, c'est qu'il y a des populations qui y adhèrent. Et si elle y adhère, c'est qu'elle estime avoir un intérêt à y adhérer. Alors on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, il y a une adhésion. Et l'islamisme ne se combat pas uniquement en arrêtant des chefs, ou uniquement en éliminant des chefs. Il se combat d'abord en faisant en sorte que la population n'ait plus intérêt à y adhérer. Et en fait, c'est tout l'enjeu, c'est tout le problème. Et ça, c'est un vieux débat aussi qu'il y a dans les cercles géostratégiques français. C'est est-ce que c'est vraiment une question islamiste ou est-ce que ce n'est pas d'abord une question ethnique, c'est-à-dire des rivalités de peuples qui prennent prétexte de la question islamiste pour défendre leurs propres intérêts. Et en fait, on voit bien qu'on est sur des conflits qui ont débuté bien avant la question islamiste. Et d'ailleurs, l'un de vos chapitres s'intitule « Il faut quitter l'Afrique ». Donc vous êtes partisan de cette solution ? Je suis partisan de faire confiance aux Africains, de leur permettre de se développer eux-mêmes. On fantasme beaucoup d'ailleurs sur l'intérêt économique de l'Afrique pour la France. Les relations économiques France-Afrique sont inférieures aux relations économiques France-Belgique. Les entreprises françaises font davantage de commerce avec la Belgique et avec l'Italie qu'avec l'ensemble du continent africain. Donc, d'un strict point de vue économique, ça ne représente pas beaucoup.
Alors, il y a des entreprises françaises qui ont des intérêts importants. Évidemment, il y a certains secteurs pour lesquels c'est un intérêt important, mais quand on regarde ça d'un point de vue macroéconomique, ce n'est pas un enjeu économique majeur pour l'économie française. Donc, ça revient à dire on doit y rester, mais pas de la même manière qu'actuellement. C'est ça? En tout cas, si on y reste, c'est pour des échanges, c'est pour du commerce, c'est pour des activités, mais ça doit se faire en coopération avec les Africains. C'est d'abord à eux de décider, c'est à eux de prendre en main leur sécurité, et il faut arrêter d'intervenir à tort et à travers dans ces affaires-là. Un de vos chapitres s'intitule « Les nouvelles puissances, les épées sorties ». Cela annonce-t-il de nouveaux conflits? Alors, il y a des nouveaux conflits, il y a des conflits anciens qui se développent. Là aussi, en France, on a longtemps cru que parce qu'on ne voulait pas la guerre n'existait pas. On s'est dit que si nous, on ne voulait pas la guerre, les autres non plus ne la voulaient pas. Donc, on a nié le fait que la guerre est une réalité humaine, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et je ne pense pas qu'on puisse aimer la guerre. On n'aime pas les morts et on n'aime pas les destructions. Sauf Louis XIV. Mais il a trop aimé. Il a reconnu que c'était un péché de sa part. Il avait beaucoup trop aimé la guerre. Mais la guerre est là. Alors, il y a différents types de guerres. Vous avez la guerre économique, vous avez la guerre militaire stricto sensu, et on voit bien un accroissement des conflictualités, un accroissement des guerres. Il y a beaucoup de guerres dont on ne parle pas. La guerre au Soudan du Sud, par exemple, en Éthiopie, en Somalie, au Yémen. C'est vrai que la guerre en Ukraine nous touche beaucoup parce qu'elle est proche de nous, d'un point de vue géographique, parce que c'est notre continent, nous, Français. Mais on a oublié ces guerres-là aussi, je pense aux nombreuses guerres africaines, qui sont des guerres anciennes et qui font beaucoup de morts et dont on ne trouve pas là non plus de solution. Et donc on a un monde qui est de plus en plus conflictuel et dans lequel il n'y a pas forcément de sortie de crise possible. Par exemple? Par exemple, le Yémen, on voit bien que c'est une guerre qui dure depuis une dizaine d'années. On est à près de 350 000 morts directs par la guerre, et l'ONU dit qu'il y a à peu près 150 000 morts à cause des épidémies, choléra et autres, donc c'est colossal. La guerre au Soudan du Sud, qui dure là aussi, et ces conflits-là sont un peu des conflits sans fin, en tout cas dont on n'arrive pas à trouver une solution. Vous parlez aussi, évidemment, beaucoup de la Chine. Est-ce que la Chine est une menace, c'est-à-dire est-ce que la Chine est-elle un pays qui pourrait faire la guerre? Est-ce qu'il pourrait y avoir un affrontement armé? Alors que jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, la Chine n'est pas un pays qui fait la guerre dans sa région. Alors dans sa région proche, non. Ceci dit, elle a quand même envahi le Tibet en 1950. Oui. C'était une vraie guerre. Il y a régulièrement des accrochages militaires avec l'Inde. Alors ça fait entre 5 et 10 morts. À l'échelle indienne et chinoise, c'est pas beaucoup. Mais nous, quand on a un mort en France, au Sahel, on fait un hommage militaire aux Invalides. Donc on voit bien d'ailleurs là le changement d'échelle. Pour nous, 2 morts, c'est très important. Pour les Chinois, 15 morts à la frontière indienne, c'est rien. Ça dit beaucoup aussi d'ailleurs du rapport à la guerre et du rapport à la mort. Les Chinois ont dit qu'ils voulaient prendre Taïwan. Alors ça se fera soit par un débarquement, soit de manière peut-être moins belliqueuse, mais en tout cas c'est un objectif. Et cet objectif doit être également pris en compte. Et c'est évidemment quelque chose auquel les Américains se préparent. Et pourquoi cette montée des tensions entre la Chine et l'Occident, enfin surtout les États-Unis? Le grand changement, c'est que la Chine est aujourd'hui une puissance économique majeure. Quand on avait la Chine dans les années 1970-1980, qui était encore un pays en devenir, un petit poussé qui allait devenir grand, elle n'avait pas les moyens de ses ambitions. Maintenant qu'elle est le numéro 2 mondial, quand on est numéro 2, on rêve d'être numéro 1. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc évidemment, ça change beaucoup aussi. Quand on a la puissance économique, quand on a la puissance technologique, on vise à avoir la puissance militaire et la puissance politique. Donc la Chine a changé de dimension de fait de ses évolutions économiques et technologiques. Et est-ce que vous croyez que Xi Jinping est vraiment le leader qu'il faut à la Chine? Parce que par exemple, sur la Covid, sa gestion n'a pas été quand même exemplaire. Ça, c'est un gros sujet. On va voir comment les choses évoluent. Ce que l'on constate, en tout cas, c'est qu'il a été réélu à la tête de la Chine. Fait nouveau, puisqu'il ne pouvait pas faire plus de 2 mandats, il en a fait un 3e. Il a aujourd'hui un contrôle quasiment total sur le Parti communiste chinois. Donc, c'est quand même bien dire qu'il a des soutiens. Alors, soutien réel ou soutien forcé, c'est un autre sujet. En tout cas, il a des soutiens. On verra jusqu'où ça ira, évidemment, et si ces soutiens-là iront jusqu'au bout.
En tout cas, pour l'instant, il est l'homme fort incontesté de la Chine. Et est-ce que, pour montrer qu'il est vraiment l'homme fort, pour changer un peu la donne, serait capable d'envahir Taïwan? Ça, c'est toute la question. Les Grecs parlaient de l'hubris, la démesure. Il y a un moment donné où on est pris par sa propre puissance et on n'arrive plus à la contenir ou à l'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui a touché Vladimir Poutine. Il avait joué quasiment parfait depuis 20 ans. Et l'invasion de l'Ukraine a ruiné tous les efforts qu'il avait accomplis depuis une vingtaine d'années. Un désastre total, oui. Et on verra si Xi Jinping ira là. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les Américains soutiennent aussi fortement l'Ukraine, c'est un manière de dire à la Chine, ce que l'on fait avec l'Ukraine, on le fera avec Taïwan. On n'a pas laissé la Russie envahir l'Ukraine, on ne vous laissera pas envahir Taïwan. Donc c'est un jeu aussi à plusieurs bandes. Ce n'est pas simplement un message adressé à la Russie que font les États-Unis, c'est aussi un message adressé à la Chine. Et vous trouvez que ce message est puissant, que le président Biden et son équipe gèrent bien la situation? En tout cas, il a dit que qu'il considérait Taïwan comme un État américain et qu'il le défendrait comme un État américain. Ce qui veut bien dire que attaquer Taïwan, c'est comme attaquer la Floride ou attaquer la Californie. Donc, ça veut dire s'attaquer directement aux États-Unis. Et la présidence de Biden, comment la jugez-vous? C'est une présidence compliquée. Lui-même, évidemment, est affaibli par l'âge et on voit bien qu'il y a quelques absences. Je constate quand même qu'il a gagné ou il a moins perdu les élections de mi-mandat que ce qu'on le pensait. Alors, c'est aussi grâce ou à cause de Donald Trump, qui a été son meilleur adversaire. Mais en tout cas, on lui promettait une défaite forte et il a bien affronté la vague. D'ailleurs, il a tellement bien affronté qu'il veut se représenter aux prochaines élections. En tout cas, on oublie souvent, vu de France, que les États-Unis ne sont pas la France. C'est-à-dire que le président américain n'a pas les pouvoirs qu'a le président français. Il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. Ce sont des États unis. Donc, il y a des pouvoirs du Texas, de la Californie, etc. Biden est certes président, mais il n'est pas tout puissant. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier parce qu'on considère le président américain comme on le voit chez nous, alors que c'est un président qui est limité de par la Constitution. Et en ce qui concerne le président français, trouvez-vous qu'il a une connaissance suffisante de la géopolitique quand vous regardez ses actions, non seulement en France, mais dans le monde? Écoutez, pour moi, le vrai sujet, c'était la Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui est un enjeu majeur pour la France. Et c'est peu dire qu'on n'en a pas du tout parlé en décembre 2021, quand il y a eu le 3e référendum. Donc les sujets essentiels ne sont jamais évoqués. Pourquoi est-ce un sujet essentiel, la Nouvelle-Calédonie? Parce qu'on est au centre du Pacifique. Donc on est proche de la Chine, on est entre la Chine et les États-Unis. On est proche de l'Australie. Donc c'est fondamental que d'avoir une présence territoriale dans ce territoire. Ça a longtemps été un territoire périphérique. Aujourd'hui, c'est en train de devenir un territoire central. Et on n'en prend pas la mesure. Pour quelle raison? Parce que comme ça a été longtemps périphérique, on n'y fait pas attention. Et on a également un rétrécissement intellectuel français. C'est-à-dire qu'on voit en France que l'Afrique. Et même l'Afrique, on voit que l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est important, évidemment. Mais l'Afrique ne se limite pas à l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi l'Afrique des Grands Lacs, il y a aussi l'Afrique du Sud, enfin la partie sud de l'Afrique. Et le monde ne se limite pas au continent africain. Il y a aussi la zone Pacifique. Et nos dirigeants ont souvent été formés dans une vision néocoloniale, donc très centrée sur l'Afrique, et oublient de voir d'autres aspects. Si je prends le cas, même l'Afrique d'ailleurs aujourd'hui a des connexions très fortes avec l'Amérique latine, par les échanges économiques et autres. Et ça, c'est mal vu. Enfin, c'est mal vu. C'est au sens où c'est mal perçu, ce n'est pas perçu. Et ça, il faut aussi l'intégrer. Et ce rétrécissement intellectuel, il est dû à... Quelle est son origine? Il y a à la fois une mauvaise formation dans les écoles et une paresse intellectuelle qui fait que les gens ne prennent pas le temps de se mettre à jour. Ce qui était valable dans les années 1980 n'est plus valable aujourd'hui. Enfin, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire du Fouet-de-Boigny, les choses ont changé. Voilà. Et donc il faut se mettre à jour. Et il y a un problème de mise à jour de logiciels intellectuels. Alors, non seulement vous êtes à jour, vous, grâce à votre livre, j'essaye. Mais vous regardez également l'avenir et vous annoncez que l'Indo-Pacifique, c'est une zone centrale qui émerge. Est-ce que vous pouvez être plus explicite, donner quelques... Alors, il y a le cas chinois, bien évidemment. On oublie trop souvent l'Indonésie.
L'Indonésie, qui est quand même un des principaux pays du monde en termes de démographie, c'est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Donc c'est un très grand pays, l'Indonésie. Là aussi, vu de France, on en parle assez peu. Mais ce ne sont pas des musulmans djihadistes, non, il y a quelques extrémistes, cas particuliers, ouais. oui. Comme c'est un archipel, il y a des îles où c'est un peu plus compliqué, mais c'est un pays qui compte et qui est important. Je pense au Vietnam aussi. Le Vietnam, en 1980, était un pays ruiné, donc peu de monde lui préconisait un avenir radieux. Aujourd'hui, c'est une des principales puissances économiques asiatiques. Et toujours une dictature. Oui, mais enfin, ils s'en sortent. Ouais. Et malheureusement, là aussi, je me place côté français, on a une histoire avec le Vietnam, avec l'Indochine notamment, et on n'a pas su cultiver ces liens-là, notamment à travers les liens de la francophonie ou des liens culturels qu'on pouvait avoir. Le Japon, on préconise la mort du Japon, enfin, on préconise pas, on annonce la mort du Japon depuis une vingtaine d'années. Le Japon demeure une grande puissance économique. Et on l'a aussi un peu oublié. Et le Japon qui a décidé de doubler ses dépenses militaires oui. dans les 5 ans à venir, ce qui va en faire la 3e puissance en matière de défense, de dépenses militaires. Et ce qui va à l'encontre de sa constitution. Oui. Donc là aussi des changements importants. C'est la peur de la Chine qui a provoqué ça. Oui. Il faut prendre en compte ces changements et c'est pour ça que la zone Pacifique pour la France est importante. La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir des positions territoriales dans le Pacifique. Alors il y a un rétrécissement intellectuel peut-être de la France, mais il y a aussi un rétrécissement budgétaire, parce que la France est un pays très endetté qui n'a peut-être pas les moyens de mener une politique de grande puissance. Alors ça, c'est tout le problème. Jacques Bainville disait qu'il n'y a pas de puissance extérieure sans puissance intérieure. Donc on ne peut pas être une puissance surendettée, on ne peut pas avoir des dépenses, des gabegies sociales dans beaucoup de domaines, et après se lamenter parce qu'on a une armée moins puissante, etc. Les chars Leclerc, les porte-avions se financent avec la richesse créée par la France. Donc il y a des choix à faire. EDF, c'est 60 milliards d'euros de dette. Eh bien, la dette d'EDF, c'est l'argent qui ne finance pas un porte-avions. Oui, les retraites de la SNCF. C'est pareil, voilà. Est-ce qu'on peut en sortir ? Oui, on peut en sortir. On a un exemple historique, c'est Jacques Rueff. Quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, la France est extrêmement endettée. Elle dépend de l'argent des États-Unis qui, tous les mois, lui donnent de l'argent, enfin lui prêtent de l'argent pour payer ses fonctionnaires. Jacques Rueff met en place un plan de réforme important qui fait que 4 ans plus tard, la France est à l'équilibre. Et ensuite, la France dégage un excédent budgétaire. Donc c'est possible. On sait ce qu'il faut faire, on a les solutions. Il faut simplement un peu de volonté politique. Il y a aussi un chapitre très intéressant dans votre livre qui concerne l'usage politique des migrations. Et vous citez l'exemple de la Biélorussie. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement là-dessus ? Oui, il n'y a jamais de hasard. Les migrations ne sont pas le fruit du hasard. Tout ça est coordonné, bien évidemment. On l'a vu avec la Biélorussie qui faisait venir des migrants de Syrie via des aéroports syriens pour les amener en Biélorussie, en leur payant les visas et en donnant de l'argent, et après les envoyer en Pologne, ou ailleurs, ou en Ukraine, ou ailleurs en Europe. Donc c'est une manière de déstabiliser les pays européens par un usage complètement cynique de la misère humaine. Mais vous voyez qui derrière ce Alors là, c'était signé par le gouvernement biélorusse, puisque l'Union européenne s'était opposée à sa réélection. Donc par ce biais-là, il avait fait une pression sur les Européens. Et comment voyez-vous globalement la situation ou les moyens de remédier à cette situation, par exemple l'immigration en France ? Alors, vous avez plusieurs rapports d'Interpol qui montrent que ces migrations sont pour l'essentiel conduites par des mafias. Ces mafias, elles partent du Nigeria, elles partent du golfe de Guinée, elles opèrent une traite humaine avec tous les drames auxquels cela conduit. Et on est là dans un cadre de traite humaine. Et il y a une dimension à prendre. Cette coopération doit se faire d'ailleurs entre l'Europe et l'Afrique pour lutter contre ces réseaux criminels qui, sans aucun scrupule, opèrent cette traite, pour les démanteler et pour faire en sorte qu'on n'ait plus ces drames. Terminons cette émission, car malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En revenant rapidement sur l'Ukraine, voyez-vous, vous avez dit tout à l'heure que vous voyez le conflit peut-être s'enliser, mais est-ce qu'il serait possible que le conflit dure et qu'en même temps la situation autour se normalise à nouveau, enfin plus ou moins? Alors ça serait une situation un peu à la coréenne, c'est-à-dire une frontière gelée avec de temps en temps quelques escarmouches.
La difficulté, c'est que la France et l'Europe ont mis en place des sanctions économiques contre la Russie, mais on n'a pas défini les conditions de fin des sanctions. Et donc là, on est dans une impasse. Finalement, à partir de quand est-ce qu'on va remettre des vols aériens entre la France et Moscou, par exemple? À partir de quand on va lever les sanctions? Comme on n'a pas défini les conditions de la fin des sanctions, eh bien, on est coincé et on ne sait pas comment faire. Eh bien, je vous inviterai à nouveau pour parler de la sortie de cette situation, parce que on ne peut pas y rester éternellement. Il faudra bien trouver une solution de sortie, c'est sûr. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé. Je recommande la lecture de votre livre « Le déclin d'un monde, géopolitique des affrontements et rivalités 2023 », paru aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.